On passe maintenant la parole à Valentina qui va nous parler un petit peu de la vision suisse. Bonsoir, merci également aux organisateurs de nous donner l'occasion de pouvoir échanger entre différents continents sur la question de la souveraineté alimentaire. Alors, moi je vais me baser un peu sur le travail qu'on fait en Suisse et essayer d'illustrer un peu comment on essaye d'appliquer ce concept de souveraineté alimentaire et pourquoi on travaille sur cette souveraineté alimentaire. D'abord, rappeler que le syndicat paysan dans lequel je travaille, Unitaire, est un syndicat qui a existé jusqu'à il y a peu, essentiellement en Suisse romande, avec 2000 membres, et qui maintenant est en train de s'étendre en Suisse allemande avec 2 autres sections, pour essayer un peu de renforcer notre travail au niveau national. On est membre depuis sa création du mouvement paysan international La Via Campesina, donc depuis le début des années 90. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, avec les échanges qu'on a pu avoir avec nos collègues de différentes régions du monde, hémisphère sud et nord confondus, qu'on a pu développer, participer, contribuer et qu'au quotidien, on travaille sur cette notion de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, elle a été en fait un peu lancée, je dirais, dans sa définition primaire au milieu des années 90, en marge en fait d'un sommet de l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, à Rome. C'était en 96, où justement les organisations paysannes ont dit, bon, la sécurité alimentaire, elle a ses limites. Nous, on a un concept qui est un concept plus large, qui est un concept également politique, c'est celui de la souveraineté alimentaire. Alors voilà comment nous, on veut la définir et comment on veut la développer dans nos différentes régions. Puis là, je pense qu'il y a quelque chose d'important justement à dire, c'est que ce concept, il a été développé par une organisation qui représente des paysans du Nord et du Sud. Et souvent, on entend dire, en tout cas ici, que la souveraineté alimentaire est un concept qui devrait être en fait réservé qu'aux paysans du Sud, parce qu'ils ont besoin de la souveraineté alimentaire et que les paysans ici doivent pouvoir être compétitifs, être en concurrence avec leurs collègues d'autres régions. Alors nous, on leur rétorque que justement, c'est un concept qu'on a développé ensemble et qui démontre, entre autres, que le discours qui a été relayé pendant de nombreuses années disant paysans du Nord et paysans du Sud sont en concurrence, les paysans du Nord sont en quelque sorte des égoïstes qui veulent fermer leur marché aux exportations des paysans du Sud. C'est un concept qui a été développé par, ou bien un discours qui a été développé par certaines organisations internationales et certains gouvernements, mais qui n'est pas celui des paysans. En tout cas, pas celui des paysans comme on en a entendu parler jusqu'à maintenant, ce soir, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une agriculture paysanne essentiellement basée en fait sur des familles paysannes qui veulent pouvoir travailler, vivre de leur métier, pouvoir nourrir les consommateurs, les citoyens, essentiellement, d'abord prioritairement de leur région, et puis ensuite, éventuellement, pouvoir aller au-delà avec quelques exportations, pour autant que ça soit fait de manière équitable. Pour revenir un peu à cette définition de la Via Campesina, également vous dire, et puis on le verra là-dessus, parce qu'on nous a aussi souvent dit, la définition de la Via Campesina, c'est une définition qui est très marquée sud, en fait. Et puis ici, il y a plein de choses qui sont superflues. L'accès à la terre, ce n'est pas un problème en Suisse. Alors, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est plutôt un sujet particulièrement chaud, en Suisse et à Genève particulièrement aussi, et qu'on se rend compte, plus on avance sur ce concept de souveraineté alimentaire, plus on développe des projets en Suisse, que l'ensemble des aspects qui se trouvent dans cette définition, ils ont tout leur sens également dans un pays comme la Suisse, qui n'a plus qu'aujourd'hui 3% de la population qui travaille dans l'agriculture, mais dont 100% de la population se nourrit tous les jours, en fait. Et voilà pourquoi on se revendique aussi de cette définition et qu'on veut la faire vivre dans nos régions. Alors maintenant que j'en ai un peu parlé comme ça, je voulais en donner un certain nombre d'aspects. Tout d'abord, c'est de définir, c'est qu'on puisse définir dans nos régions nos propres politiques agricoles et alimentaires pour autant que celles-ci ne provoquent pas de dégâts dans d'autres régions. Donc ne pas créer par exemple une politique agricole qui serait basée sur des subventions à l'exportation qui détruiraient des marchés locaux, par exemple le marché de la volaille au Cameroun, le riz, bon, nous on ne produit pas de riz, mais alors du blé par exemple, ou du lait qu'on exporterait vers le Sénégal. Donc c'est de définir nos propres politiques agricoles.
en respectant les politiques des autres. J'aimerais, parce que j'aurais bien voulu en fait que ça soit une paysanne ou un paysan qui parle à ma place aujourd'hui pour les producteurs suisses, les paysans suisses, et puis ça n'a pas pu se faire, mais je voulais en fait citer une paysanne de Genève qui a écrit en fait, qui a fait un petit discours pour la marche de Pâques qui a eu lieu à Berne, et il y a deux aspects que je trouvais intéressants par rapport à ce soir, et que j'aimerais lui donner la parole. Cette paysanne genevoise s'appelle Irène, et donc elle travaille dans une coopérative entre producteurs et consommateurs. Notre coopérative ne dépend ni de l'État, ni des banques, ni des prix des marchés, ni des multinationales de l'agrobusiness. Elle ne dépend que de la solidarité d'un groupe de personnes vivant dans une même région. Pour moi, c'est ça la souveraineté alimentaire. Des gens qui se mettent ensemble pour décider de ce qu'ils veulent manger, comment ils vont le produire et à quel prix. Nous ne pouvons pas attendre que l'État décide à notre place, c'est à nous de construire des solutions au niveau local, c'est à nous de nous mettre ensemble pour résoudre ce grave problème. Et là, elle ajoute l'aspect aussi international. La Suisse n'est pas considérée comme un pays colonisateur. Pourtant, à travers les nombreuses multinationales basées en Suisse et avec le soutien de notre État, elle le devient. Nous assistons à une guerre du sol et des ressources naturelles qui l'hébergent. Des terres sont volées et d'autres peuples pour satisfaire nos besoins alimentaires et industriels. Syngenta tue, Nestlé tue, d'autres entreprises tuent physiquement des paysans ailleurs, matériellement ici. Tout est lié. Partout dans le monde, la paysannerie fait face au même mépris, à la même destruction. C'est inacceptable ici comme ailleurs. Protéger et soutenir la paysannerie suisse, c'est aussi protéger et soutenir la paysannerie mondiale. Moins il y aura de terres cultivées en Suisse, moins il y aura de personnes capables de cultiver ces terres. Plus il faudra aller chercher sa nourriture loin, plus il faudra rentrer en guerre contre d'autres peuples pour satisfaire un besoin primaire, celui de se nourrir. La protection que j'invoque ici ne signifie en aucun cas le repli sur soi. Il s'agit de solidarité et d'intégrité envers soi-même et envers les autres. Il est du devoir de chacun ici de se préoccuper de cette question. Donc, je voulais lier ça parce que quand on posait la question « est-ce qu'on est souverain ?», c'était un peu le thème d'aujourd'hui. On est peut-être souverain, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on est aussi en quelque sorte internationaliste. On a envie de travailler ensemble pour cette agriculture et pour les citoyens. Alors, le deuxième aspect de cette souveraineté alimentaire, c'est d'avoir une priorité sur nos propres marchés. Redynamiser les échanges locaux et régionaux entre consommateurs et paysans. Et là, on peut dire qu'il y a du potentiel. J'aimerais là justement soulever aussi un aspect, c'est qu'ici on nous dit, aujourd'hui le potentiel en Suisse, il est épuisé. Maintenant, il faut aller à l'extérieur pour essayer de gagner des parts de marché. Et c'est pour ça qu'on veut faire un accord de libre-échange, entre autres avec l'Union européenne. En tout cas, c'est comme ça qu'ils essaient de le vendre plutôt à la paysannerie. Faisons un accord de libre-échange avec l'Union européenne parce qu'il y a 400 millions de consommateurs qui sont prêts à acheter du gruyère et à acheter je ne sais pas quelle spécialité suisse. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut aller. Alors que nous sommes persuadés, on se rend compte qu'avec différents projets qui lient producteurs et consommateurs et qui ont un énorme succès, que le potentiel en Suisse, il est encore largement à utiliser. Et ceci pour le bien, en fait, tant des paysans que des consommateurs. Je parlais tout à l'heure de l'accès à la terre, autre aspect qui se trouve dans la définition de la souveraineté alimentaire. Ça devient également crucial. Irène l'a très bien présenté en disant « Nous devons pouvoir préserver nos terres agricoles parce que c'est aussi notre devoir ici d'essayer de conserver un certain auto-approvisionnement, même si on sait qu'on n'atteindra pas 100%, et ce n'est pas forcément le but, parce que je pense que chacun, on le disait aussi tout à l'heure, a du plaisir d'échanger des produits qui viennent de différentes régions, mais en tout cas de ne pas réduire ce potentiel qu'on a aujourd'hui. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de fermes qui sont menacées en Suisse, que ce soit par des déclassements, c'est le cas dans des régions comme Genève, où en fait on a on pêche un peu par une volonté de croissance infinie, où on estime que Genève doit pouvoir accueillir l'ensemble des entreprises de pointe qui se trouvent à travers la planète, et donc forcément il faut des logements pour ses employés, et donc les logements, là où il y a encore du terrain pas trop cher, c'est les terres agricoles, alors qu'il faudrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres régions, que ce soit en Suisse ou ailleurs, qui pourraient aussi très bien accueillir d'autres entreprises, et puis qu'on puisse conserver nos terres dans nos régions pour pouvoir développer l'agriculture qu'on souhaite mettre sur pied. Et puis, il y a bien sûr
d'autres problématiques qui sont liées à des politiques agricoles ou des politiques territoriales qui menacent en fait ces exploitations. Autre aspect aussi de la définition, c'est la nécessité de garder des semences en fait en main des paysans, qu'elles ne soient pas brevetées par des grandes entreprises, et là rentre typiquement la problématique des OGM. Alors en Suisse, là aussi de nouveau, on nous a rétorqué à l'époque, et ça c'est aussi certaines organisations paysannes majoritaires qui nous disent bon, l'accès à la terre c'est pas un problème en Suisse, les semences c'est pas un problème non plus. Alors parce qu'on s'en rend pas encore vraiment compte, parce que on a pris l'habitude pendant des décennies en fait d'acheter, d'aller chercher nos semences en fait dans les grandes coopératives, etc. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de régions du monde où l'échange entre paysans est encore extrêmement vivant et qu'il a un peu disparu ici. Et là également, on a envie de rendre attentifs les paysans comme l'ensemble de la population de cette nécessité de garder ces semences en main des paysannes et des paysans. Et sur ces deux aspects, accès à la terre et semences, on essaye maintenant de développer des projets au niveau d'unitaire et bien sûr en partenariat avec avec des mouvements comme justement la Via Campesina. Peut-être dire aussi à ce sujet que la coordination européenne Via Campesina, qui regroupe 25 organisations paysannes membres de Via Campesina sur le continent européen, a demandé à avoir un siège en fait d'observateurs à l'Union des producteurs des obtentions végétales. C'est un peu tous ceux qui regroupent justement ceux qui font des certificats d'obtention végétale sur les semences. Et ça leur a été refusé sous prétexte que, par principe, on était plutôt opposé aux obtentions végétales et aux brevets, donc il n'y avait pas de raison qu'on ait un rôle d'observateur. Bref, donc c'est un combat qu'on mène également, mais pour vous dire que la démocratie, elle a ses limites. Hein. Ensuite, les crédits. Alors moi, je rejoins parfaitement aussi ce que disait Bernard Djonga. Je trouve que c'est indispensable de pouvoir soutenir l'agriculture. On peut appeler ça subvention, on peut appeler ça crédit, etc. Mais il faut donner les capacités au milieu rural de pouvoir développer son agriculture. Ici, on a la chance, au contraire de certaines régions, d'avoir des crédits agricoles qui existent avec des taux d'intérêt très faibles, etc. Ou alors carrément des subventions à fonds perdus, ça peut aussi arriver. Mais elles ne sont pas forcément distribuées de manière très égalitaire entre les paysannes et les paysans, ce qui pose aussi, ce qui nous fait dire aussi que c'est aussi un point qu'il faut thématiser en Suisse. Ça existe, mais comment peut-on faire pour que ça s'améliore? Par exemple, tout ce qui concerne la transformation des produits, la vente des produits n'est pas réellement reconnu comme un travail des paysans en Suisse. Ça veut dire que celui qui va lancer un projet comme ça n'aura pas forcément de soutien, ne sera pas reconnu comme une exploitation agricole. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais on se rend compte qu'une exploitation très traditionnelle avec beaucoup de têtes de bétail et beaucoup d'hectares aura beaucoup plus de chances d'obtenir des crédits d'investissement pour développer son exploitation qu'une petite exploitation très diversifiée. Et puis pour nous, alors tout ça fait que, en fait, on dit très clairement au niveau d'unitaire qu'on veut plus de paysans en Suisse et qu'on en a marre de qu'on nous dise qu'on décrète qu'en fait qu'il faut moins de paysans. Pourquoi il faudrait moins de paysans en fait? Mais c'est un discours. Moi j'ai fait mes études d'agronomie au début des années 90, il y avait encore 90 000 paysans. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 60 000 paysans en quelques années qui ont disparu. Et on nous dit, il y a même certaines organisations paysannes qui disent le rêve c'est 30 000 paysans. Bon, c'est peut-être le rêve, enfin bon, voilà, c'est le rêve de certains. Le problème c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, même s'il y a moins de paysans, parce que ça nous a souvent été vendu comme ça, il y aura moins de paysans, mais comme ça on partagera le gâteau à moins, donc ça ira mieux. En fait, ça ne va pas du tout mieux pour ceux qui restent. Donc là aussi, il y a de quoi lutter. Il y a de quoi lutter parce que c'est aussi des emplois. C'est des emplois qui existent dans l'ensemble de la filière. Peut-être si on dit qu'il n'y a que 3% de paysans sur l'ensemble de la filière alimentaire en Suisse, ça représente plus de 10% de la population active. Donc ce n'est pas rien, n'oublions pas ça. Autre aspect de cette souveraineté alimentaire qui nous paraît très importante, c'est la question justement, le droit de pouvoir produire ce qu'on souhaite produire. On le disait tout à l'heure, pourquoi on ne pourrait pas produire des pommes de terre ici? Pourquoi la Coop ou la Migros nous dirait qu'en fait, les pommes de terre égyptiennes qui malgré tout sont dans des situations de crise alimentaire permanente, elles sont mieux parce qu'en fait elles sont meilleur marché. Et comme on a un accord de libre-échange, on est obligé d'importer
une certaine quantité de pommes de terre d'Égypte en pleine situation de crise alimentaire, alors qu'ici, on en produit qui sont tout à fait convenables. Et puis, la nécessité, le droit de pouvoir produire ce qu'on souhaite produire et le droit des consommateurs de pouvoir justement être informés et de pouvoir choisir ce qu'ils ont envie de consommer, ça reste très important, c'est cet échange entre paysans et consommateurs, et ça c'est possible si on renonce aux subventions à l'exportation. Et pour nous, ça c'est une partie des subventions qu'on devrait éliminer très clairement. C'est peut-être le seul aspect positif qui a été une fois développé, enfin qui est soi-disant soutenu par l'OMC, c'est la fin des subventions à l'exportation. Je rappelle que dans la crise laitière, puisqu'elle a été abordée tout à l'heure, plus ou moins la seule organisation en Suisse, au niveau européen, c'était aussi le cas de la fédération, enfin de EMB, du mouvement européen laitier, qui ont refusé les subventions à l'exportation comme solution à la crise laitière, en disant nous on ne veut pas qu'on subventionne l'industrie laitière ou les paysans pour pouvoir dégager du marché des milliers de tonnes dans d'autres régions pour pouvoir sauver pour quelques mois, donner un certain ballon d'oxygène à la production laitière. Et on est malheureusement un peu les seuls à avoir dit à Mme Leuthard, avec une certaine insistance d'ailleurs, qu'on ne souhaitait pas avoir 28 millions de subventions qui d'ailleurs étaient destinées justement à l'industrie laitière, et qu'on préférait que cet argent à la limite soit investi de manière plus intelligente. Et donc on n'a pas été entendu, et on continue de ne pas être entendu, puisque je viens de recevoir tout récemment, enfin il y a quelques minutes, un SMS qui confirmait que l'interprofession du lait, qui regroupe l'industrie laitière et des producteurs très proches de l'industrie laitière, avait décidé attendez, je vais vous dire ça tout de suite parce que je n'ai pas tout en tête, mais oui, il y a 10% du volume de lait qui va être maintenant évacué sur le marché mondial. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est comme ça que certains estiment qu'on peut gérer les quantités, essayer de stabiliser un peu le prix. C'est-à-dire on a trop de lait et au lieu d'essayer en amont, d'essayer de gérer ces quantités, de laisser aux paysans, parce qu'ils n'ont même pas le droit de ne pas produire. Il y a des paysans qui ont dit, mais alors, on produit que 80%, mais au prix qu'on souhaiterait. Ah non, ça vous pouvez pas. Parce que les premiers litres de lait que vous allez produire, c'est ceux qu'on va vous payer au prix mondial. Alors, il faut commencer par produire cela à 3 fois, au tiers du prix que normalement il devrait au minimum pouvoir exiger. Donc, on est dans une situation dramatique où on n'arrive pas, pour l'instant, à renverser en fait cette tendance. Un autre aspect, qui est directement lié, c'est la nécessité d'avoir des prix agricoles qui soient liés au coût de production. Ça, c'est pour nous aussi quelque chose d'essentiel. Je pense que vous avez entendu beaucoup parler de la question du prix du lait. À 1 franc, on souhaite avoir un prix du lait qui puisse couvrir nos coûts de production en Suisse. Les Européens également, eux, ont fixé à 40 centimes d'euros. C'est ce qui correspond à leur coût de production. Pourquoi ? Parce que les paysans, ils ont le droit de vivre de leur métier. Ils doivent pouvoir avoir un revenu suffisant. Et puis, de cette manière-là aussi, pouvoir avoir des salaires pour les employés agricoles, pour les ouvriers agricoles, que ce soit des employés qui proviennent de la famille paysanne ou des employés externes, qui puissent avoir des revenus et des salaires qui soient dignes et des conditions de salaire qui soient dignes. À partir du moment où on provoque un dumping, que ce soit social ou environnemental, parce qu'on demande des prix plus bas, c'est pas seulement le paysan qui va subir cette conséquence, c'est l'ensemble des personnes qui sont actives dans la filière. La participation des citoyens, c'est un autre aspect, l'avant-dernier aspect de cette définition de la souveraineté alimentaire. Alors là, j'aimerais peut-être soulever un ou deux petits aspects. La participation des citoyens dans la définition des politiques agricoles et alimentaires, Unitaire a une position très claire là-dessus. Elle dit les politiques agricoles et alimentaires, c'est pas réservé aux experts agronomes, aux experts de l'Office fédéral de l'agriculture ou à quelques parlementaires paysans qui sont à Berne. Cette question-là, elle doit pouvoir être débattue largement au sein de la société. Et c'est pour ça qu'on a toujours en tête, et qu'on relance d'ailleurs cette idée-là, de lancer, au-delà de toutes les activités pratico-pratiques qu'on fait pour essayer de faire vivre cette souveraineté alimentaire, un projet d'initiative populaire pour ancrer cette question de la souveraineté alimentaire dans notre constitution en Suisse. Aujourd'hui, on a eu
une démarche qui a été initiée par un parlementaire et directeur de l'Union suisse des paysans qui a fixé le terme de souveraineté alimentaire dans la loi sur l'agriculture, ça c'est bien. Le débat a été riche également au Parlement, c'est très bien également, mais il reste encore un grand pas à faire parce que, selon ses propres dires, justement, il veut mettre des juristes pour définir ce qu'on met derrière la souveraineté alimentaire. Nous, on lui dit, il n'y a pas besoin de payer des juristes, on sait très bien ce qu'il faut mettre derrière la souveraineté alimentaire. On va le voir tout prochainement, puis on va lui réexpliquer qu'il y a une définition qui existe depuis de nombreuses années, puis que pourquoi pas directement y aller là-dessus. Alors voilà pourquoi on veut essayer de débattre au niveau populaire, et c'est vrai qu'en Suisse, c'est une possibilité qui existe via l'initiative populaire d'élargir le débat à l'ensemble de la société. Sur Genève, puisqu'on est à Genève, on a fait une proposition qu'on a appelée, donc c'est une proposition collective dans le cadre de la constituante, puisqu'on est en train de refaire la constitution genevoise pour que la constitution genevoise également intègre cette question de la souveraineté alimentaire. D'après les dernières nouvelles que j'ai entendues tout à l'heure, a priori, c'est plutôt pas très bien parti parce qu'ils veulent limiter ça à assurer un approvisionnement local ou je sais pas, quelque chose du genre. Enfin, il y aurait encore de quoi discuter, mais voilà, là, malheureusement, on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion de pouvoir donner tous nos arguments. Mais ça, c'est un travail qui se fait au niveau des lois et des constitutions parce qu'il y a une demande de la Via Campesina, notamment très pressante lors de la dernière conférence internationale qui a eu lieu d'ailleurs sur le continent africain au Mozambique en 2008, à Maputo. Voilà, donc pour nous, c'est une demande justement du mouvement paysan international Via Campesina de travailler sur cette question de la souveraineté alimentaire au niveau des activités sur le terrain pour faire vivre cette souveraineté alimentaire, mais aussi d'essayer de l'ancrer dans le système législatif dans nos différents pays. Et là, j'aimerais justement rappeler ce que j'ai dit au début. Certains pays, notamment de l'hémisphère sud, ont dit maintenant, les Européens, il faut vous bouger sur cette question de la souveraineté alimentaire. Et ça répond à ceux qui nous disent c'est pas pour vous la souveraineté alimentaire. Certaines organisations, de nombreuses organisations paysannes du Sud nous disent faut vous bouger parce que tant que vous faites pas quelque chose, par exemple pour changer la politique agricole commune européenne, la Suisse a moyennement de l'importance, mais la politique agricole commune européenne, pour qu'elle se rapproche d'un concept de souveraineté alimentaire, c'est super de mettre la souveraineté alimentaire dans la loi cadre du Mali ou dans la constitution bolivienne ou vénézuélienne ou du Népal, s'il n'y a pas des grandes politiques agricoles de ces pays qui malheureusement pour l'instant encore influencent fortement le commerce mondial, on n'arrivera pas, nous, à évoluer dans nos régions. Donc c'est un combat qu'on doit mener de front dans toutes les régions du monde pour faire avancer cette question-là. Donc voilà aussi pourquoi, au niveau de la coordination européenne Via Campesina, on est en train de travailler sur cette nécessité de réformer la politique agricole commune dans un sens qui se rapproche de la souveraineté alimentaire. Et le dernier point de la définition, je ne vais quand même pas l'oublier, c'est le droit des paysannes, donc des femmes, de pouvoir avoir une place dans l'agriculture, sachant justement qu'elles ont un rôle très important tant dans la production que dans la transformation des produits et de la vente des produits. Et là, on a aussi un gros travail à faire aussi dans nos régions et on le fait en collaboration notamment avec la coordination européenne Via Campesina. Voilà ce que je voulais dire. Merci Valentina.